ceux qui sont déjà branchés. Et aujourd'hui, donc, on fait ce webinaire-là avec, d'une part, Cédric, qui est le directeur de chez Aminogramme, qui est derrière la bioimpédance, et Véronique, dont je ne vois pas le nom de famille, je m'excuse. Véronique Chouteau. Oui, donc, qui est une naturopathe qui pratique depuis très longtemps en France et qui a beaucoup l'expérience de la bioimpédance, qui nous a préparé des belles études de cas. Donc, je veux tout d'abord les remercier, autant Véronique que Cédric, d'être en onde, et Martin ici qui représente la compagnie qui importe les bioimpédances au Québec. Donc, on travaille tout le monde ensemble et c'est une belle collaboration qu'on a tous. Donc, merci. Ah, Morgane qui arrive. Parfait. Donc, je vais laisser la parole à Cédric qui va vous présenter la technologie, la bioimpédance, et puis qui peut probablement faire des distinctions aussi entre d'autres sortes de technologies pour expliquer ce qu'il y en est exactement. Donc, pourquoi l'appareil de bioimpédance aminogramme, c'est intéressant d'avoir dans sa pratique. Donc, je te laisse la parole, Cédric, et puis après ça, on va parler avec Véronique. Donc, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. D'accord. Donc, on va commencer. Donc, moi, j'ai connu la bioimpédancemétrie il y a plus de 12 ans lorsque j'habitais au Panama et j'avais des centres de sport. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à connaître la bioimpédancemétrie et l'importance de connaître la composition corporelle. Donc, je vais commencer Pardon, est-ce que vous pouvez arrêter vos micros, s'il vous plaît? Donc, je vais commencer par présenter. Donc, l'intérêt de la bioimpédancemétrie, c'est que le poids est une valeur intéressante, mais il ne dit pas l'essentiel. Donc, ça va être la répartition des compartiments de la composition corporelle qui va permettre d'évaluer le bon équilibre d'une personne entre l'eau, le contenu minéral osseux, la masse protéique et le gras, entre autres. Comme j'ai pu le dire, nous sommes une société française basée à La Ciotat. Tous nos produits sont fabriqués en France. Toute la partie développement aussi est fabriquée en France. Donc, Alain Le Tourneur, le fondateur et l'expert en bioimpédancemétrie, est dans le secteur depuis plus de 30 ans. Nos appareils sont certifiés CE médical classe 2A. Et en 2016, nous avons reçu un prix de l'innovation concernant le nouvel équipement que nous avons et la technologie affiliée. Donc, vous pouvez aller sur le site www.aminogramme.com où il y a une page qui parle entièrement de la bioimpédancemétrie et où vous allez pouvoir avoir plus d'informations. Donc, la bioimpédancemétrie, c'est quoi? C'est une technique. Pardon. Vous avez entendu le son ou pas en même temps? Non. Non? Alors c'est mieux. Non. Donc en fait, la bioimpédancemétrie, c'est un courant qui va d'un point A à un point B. Et vous pouvez voir que lorsqu'il rencontre des tissus, donc la partie protéines ou minéraux, le courant est ralenti. Et lorsqu'il va arriver aux lipides, les lipides vont être un isolant et il va les contourner. Donc avec la bioimpédancemétrie, on va mesurer la vitesse du courant et on va avoir des impédances. Et après, avec ces impédances, nous avons des algorithmes qui vont donner les résultats que l'on peut montrer sur les rapports. Donc la bioimpédancemétrie, c'est un appareil qui va permettre de travailler en prévention, en aide, c'est un mauvais slide, non pas au diagnostic, puisqu'en naturopathie, on ne parle pas de diagnostic, mais on va dire une aide pour réaliser son bilan par rapport à un suivi et aussi d'utiliser des biomarqueurs. Donc en prévention, pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on va avoir rapidement des informations sur différents compartiments, le gras, le muscle, le squelette, l'hydratation, l'équilibre hydrique. Donc on va voir après, grâce à certaines références, si la personne
est en dessous de ces références et si elle peut avoir un risque. Ensuite, il va être utilisé en suivi. Pourquoi? Parce que l'avantage de la bioimpédanométrie, ça va être la mesure à l'instant T, mais surtout de voir l'évolution de la personne dans le temps et surtout si elle a donc un programme, un plan alimentaire ou des conseils, de voir ses résultats et éventuellement de pouvoir changer la stratégie avec cette personne ou adapter les conseils à cette personne. Aussi, en plus de connaître la composition corporelle, il existe deux biomarqueurs qui peuvent être très intéressants, qui sont l'angle de phase et le ratio d'impédance. Donc, l'angle de phase, c'est en fait la polarisation et dépolarisation de la cellule. On est capable de mesurer en fait l'ouverture pour qu'il y ait les échanges entre les cellules et notamment libérer les toxines et faire entrer la partie des protéines, etc. Donc, on peut voir que ce biomarqueur, je ne sais pas si vous le connaissez, est un biomarqueur qui aujourd'hui est très utilisé. Si vous allez sur PubMed, il existe des centaines, pour ne pas dire des milliers d'études qui ont été réalisées là-dessus, aussi bien dans le suivi de sportifs que, par exemple, dans le suivi de certaines pathologies telles que le cancer ou pour voir des états, comme on l'a dit avant, une grippe ou le Covid. Donc, la bioimpédanométrie, on peut regarder un appareil de bioimpédanométrie et de voir son intérêt en trois parties. Donc, le premier, vous avez dû voir, je vais vous montrer des appareils qui sont pied-pied. Vous avez des appareils qui sont pied-pied. Donc, les appareils qui sont pied-pied, vous allez avoir, hop. Donc, ça, c'est un appareil pied-main. Excusez-moi. Donc, les appareils pied-pied, vous allez avoir un micro-courant qui va aller d'un point A à un point B par le chemin le plus court. Donc, en fait, si vous voulez, et sur le site internet, il y a la vidéo. Sur ce slide, j'ai juste marqué le même pied. Mais sur le pied-pied, donc, le courant va aller d'un point A à un point B et va passer dans l'entrejambe. Ça veut dire que si cette personne a du gras au niveau de l'abdomen, au niveau de la partie haute de son corps, l'appareil ne pourra pas le prendre en compte. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un appareil même pied, parce que là, vous allez avoir le courant qui traverse tout le corps, c'est-à-dire de la main jusqu'au pied. OK? Pardon, je vais revenir en arrière. Hop, hop. Donc, sur la partie des mono et des multi-algorithmes, vous avez... Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Vous avez des appareils qu'on appelle monofréquence et vous avez des appareils qu'on appelle multifréquence. Donc, l'appareil monofréquence utilise une seule fréquence à 50 Hz et ne permet pas d'avoir différentes informations, dont l'eau intra- et extracellulaire, qui peut s'avérer très intéressante. Donc, comment ça marche? Je vous mets une vidéo. Donc, en fait, vous voyez que tous les courants en dessous de 50 Hz ne peuvent pas traverser les membranes. Il faut un courant de 50 Hz pour pouvoir la traverser et après, au-delà de 100 et 200, la traverser avec plus d'aisance. Donc, si vous voulez, pour avoir l'eau intra-extracellulaire, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un micro-courant entre 0 et 5 kHz. Donc, le courant ne va pas pénétrer la cellule. On va avoir l'eau extracellulaire. Et donc, si on a l'eau totale moins l'eau extracellulaire, on va obtenir l'eau intracellulaire. Ensuite, il existe des appareils mono-algorithmes, des appareils multi-algorithmes. Donc, ça, c'est un peu plus complexe. Je vous recommande d'aller sur le site internet où on explique avec des visuels, des vidéos et plus de matière. Et en fait, si vous voulez, notre appareil, nos dispositifs sont d'une technologie pied-main, d'une technologie multifréquence et aussi multi-algorithme. Donc l'appareil là, vous pouvez le voir, donc c'est un appareil qui est très léger, qui pèse que 300 grammes, donc vous pouvez facilement le transporter. Si vous faites des consultations en dehors de votre cabinet ou dans votre cabinet ou éventuellement dans une clinique, etc.
C'est un appareil qui va donner des résultats très rapidement. En moins de 10 secondes, on peut avoir l'évaluation de la personne. Cet appareil travaille en Bluetooth. Donc, le Biodie Expert peut émettre en Bluetooth et donc être compatible aussi bien avec un téléphone qu'une tablette et qu'un ordinateur. C'est un appareil qui n'a pas de câble. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, les câbles peuvent s'abîmer. Donc, vous allez perdre la qualité de la mesure du courant. Or, avec ce dispositif, avec le Biodie Expert, il n'y a plus de câble. Donc, c'est une mesure qu'on appelle directe et donc qui va favoriser une meilleure qualité pour la prise de mesure. L'appareil, on l'a vu, est multifréquence, multi-algorithme et même pied. Et pour finir, le Biodie Expert est compatible aussi bien avec iOS qu'avec Mac, Android ou Windows. Donc, vous pouvez l'utiliser avec toutes ces plateformes. Donc, comment marche la technologie? Lorsque vous faites une mesure par Bluetooth, ça part sur Biodie Connect. Donc, après, ça remonte sur le cloud où nous avons un serveur sécurisé CE médical. Il est analysé, puis renvoyé sur Biodie Manager afin que le professionnel puisse regarder ses résultats. Ou alors, il y a l'option aussi pour que le patient puisse le voir directement sur son téléphone. Ça, c'est un exemple de tableau de bord. Donc, sur le tableau de bord, vous allez avoir une cible, vous allez avoir des tuiles. Il y a énormément de couleurs. Donc, par exemple, lorsque la personne est en vert, ça veut dire qu'elle est dans une norme de santé. Lorsqu'elle est en vert pâle, elle se rapproche de la norme de santé. Lorsqu'elle est en orange, c'est à surveiller. Lorsqu'elle est dans le rouge, c'est à traiter. Et dans le blanc ou dans le bleu, c'est très bien ou exceptionnel. Et chaque fois, vous aurez des codes couleurs. Donc, par exemple, le jaune, c'est ce qui touche au gras. La partie violette, ce qui touche à la masse en graisse. La partie bleue, c'est ce qui touche à l'eau, etc. Vous avez la possibilité de créer des groupes et vous avez aussi la possibilité de créer des tableaux de bord. Pourquoi? Parce que si on va suivre un sportif, on va vouloir utiliser des tuiles différentes au suivi, par exemple, d'une personne en obésité ou une personne en dénutrition. Là, vous avez un exemple de suivi. Donc, en bioimpédantométrie, on l'a évoqué auparavant, le plus important, ça va être le suivi, de voir les résultats de la personne et de pouvoir éventuellement changer de méthodologie pour la personne ou, si tout va bien, de pouvoir continuer à le suivre ainsi. L'appareil permet d'avoir des programmes personnalisés, donc d'émettre aussi des rapports qu'on peut donner directement au patient ou qu'on peut télécharger en PDF pour lui envoyer par mail, d'établir des objectifs en fonction de sa composition corporelle, d'améliorer ses résultats, d'améliorer sa motivation en lui montrant que peut-être même avec un poids égal, il se peut qu'il y ait eu une différence à l'intérieur et éventuellement une baisse de gras et une augmentation de muscles, d'avoir toujours ce suivi patient donc, qui va permettre de voir ses résultats. Les avantages du dispositif, c'est la portabilité, donc en entreprise, à domicile, dans votre cabinet. Ce sont les visuels et la plateforme Biodie Connect qui va être visible aussi bien pour vous que pour le patient. Il va permettre aussi de promouvoir la prévention. Pourquoi? Parce que, par exemple, lorsqu'on va avoir un résultat sur le contenu minéral osseux, s'il s'avère qu'il est très bas, éventuellement, c'est une personne qui peut avoir un risque d'ostéopénie. Donc, il sera recommandé de lui dire de se rapprocher d'un spécialiste et pourquoi pas de faire un DEXA pour voir si cette personne souffre d'une ostéopénie avant d'avoir éventuellement une ostéoporose. Pareil pour la sarcopénie, qui sont des maladies, des pathologies, on va dire, invisibles. On va avoir des informations
en amont. Et donc, on va pouvoir recommander une activité sportive ou après, éventuellement, de faire un DEXA pour confirmer donc, les résultats. Et avoir des informations complémentaires en peu de temps sur la personne et ne pas focaliser uniquement sur le gras. Par exemple, si une personne a des problèmes au niveau de l'hydratation, il peut y avoir dans le temps des problèmes au niveau rénaux. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer en fait comment marche l'équipement. Donc, le patient va lui-même prendre dans la main l'appareil en mettant ses doigts sur les électrodes. Il doit être assis avec le buste droit. Il va positionner son talon en arrière et la fourche avant de l'appareil va être en contact avec la partie en dessous de ses malléoles. À ce moment-là, la personne appuie sur l'appareil et reste appuyé une dizaine de secondes. La mesure est prise. Une fois que la mesure est prise, elle est envoyée sur Biody Connect, puis au serveur, pour après être analysée. Et là, vous allez avoir les différents résultats de la personne. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à des études de cas avec Véronique. Et peut-être qu'après, je reviendrai avec une présentation du tableau de bord pour montrer les différents indicateurs. Et revenir à vos questions sur la fin. Alors, il faut simplement... Arrêtez de partager. Je vais pouvoir partager le mien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est bon? Alors déjà, merci à tous de participer à cette utilisation. Je ne sais pas si j'apprendrai énormément de choses aux deux personnes qui possèdent déjà l'impédance mètre, puisque j'ai voulu présenter des cas variés. Je n'ai pas forcément présenté toutes les tuiles à chaque cas, de façon à pouvoir avoir quelque chose de pas trop lourd et de permettre de découvrir son utilisation. Donc pour ma part, moi je l'utilise depuis, j'utilisais déjà une version plus ancienne il y a longtemps, et je trouve que cet outil est extrêmement intéressant dans ma clientèle par rapport à la visibilité également que ça donne. La traduction sur du visuel de ce que l'on va présenter permet d'appuyer un peu plus nos recommandations. Donc j'ai commencé par un premier cas donc sur la perte de poids, qui est quelque chose d'intéressant. On verra sur d'autres cas. J'ai également fait des cas sur des véganes, végétariens, que l'on a éventuellement aussi en clientèle, qui permet aussi de modifier. J'ai fait un peu sur le sport. Donc, il y a un bodybuilder et une personne qui voulait reprendre de la masse musculaire, donc pour avoir quelque chose d'un peu varié. Donc là, on va voir Audrey que je rencontre. À l'époque, elle voulait perdre une vingtaine de kilos. Elle mesure 1,74 m et pèse 92,2 kg quand on se voit la première fois. Le plus bas qu'elle ait fait dans sa vie, c'était 65 et elle est montée jusqu'à 100 kg. Elle a une très mauvaise image d'elle-même et elle fait des régimes depuis l'âge de 15 ans. Elle ne fait plus de sport depuis longtemps, enfin depuis un bon moment. Elle a eu un accident, en fait, elle s'est fait rouler sur les pieds par un bus qui a occasionné de gros dégâts au niveau de son squelette et notamment de ses pieds, qui l'empêchaient au départ de marcher. Les médecins pensaient même qu'elle ne remarcherait jamais. Donc là, elle recommence juste à marcher depuis peu quand on se rend compte. Et elle avait une alimentation tellement restreinte que je me demandais comment elle arrivait à tenir. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec Audrey? Donc, la première fois qu'on se rencontre,
Déjà, dans sa mesure, elle a un IMC qui est un petit peu augmenté. J'en ai pas forcément tenu compte parce que c'était évident. Et puis, pour moi, l'IMC est une approche pas forcément toujours intéressante quand on connaît pas la masse musculaire, la masse osseuse. Pour moi, c'est qu'un indicateur, mais rien de plus. Donc, on voit qu'elle a un angle de phase qui est un peu bas, notamment, qui confirme que de toutes les façons, elle n'est pas très en forme et qu'elle a, elle a une activité physique qui est modérée, qui est même très faible. Et donc, on verra qu'on pourra rapprocher ça d'autres éléments un peu plus bas qui nous confirmera qu'effectivement, en termes de vitalité, ça pourrait être mieux. Au niveau de son IR, donc lui, il est un peu augmenté, donc il va confirmer un problème éventuellement inflammatoire et ou un mauvais état d'hydratation. Donc, cet indicateur donne une bonne idée de la condition physique de la personne. Dans les mesures, on s'aperçoit donc qu'elle a effectivement une masse grasse très augmentée, avec un excès important qui, compte tenu de la situation et notamment de cette situation, on sait qu'elle a, et notamment de son alimentation, qu'elle a un manque possible d'oméga 3, et ce qui est confirmé par son alimentation, qu'elle a une masse musculaire qui est très bonne, alors qu'elle ne fait pas de sport, puisqu'elle était même quasiment impossible à marcher jusque peu, et ce qui peut orienter éventuellement vers un possible hyperinsulinisme, parce qu'on sait que l'insuline, en dehors de la problématique de gestion, enfin de l'intérêt de la gestion de la glycémie, est une hormone qui est anabolisante. Donc, des personnes qui vont avoir un hyperinsulinisme vont être en hyperconstruction, et on peut se faire éventuellement ce rapprochement. En termes d'hydratation, elle montre une sous-hydratation importante qui est en valeur brute comme ça, compte tenu d'une masse grasse importante, et comme l'a indiqué tout à l'heure Cédric, le contournement des masses grasses par les fréquences, en fait, pourrait donc fausser effectivement cette appréciation de l'eau, et donc il sera intéressant d'aller vérifier dans les tuiles plus bas pour voir si l'hydratation hors graisse, donc en dehors de la masse grasse, qui est de fait peu hydratée, se confirme. Elle a une masse osseuse qui est bonne, et on s'aperçoit sur la charge totale, donc qui tient compte de la charge donc, du squelette par la masse musculaire et également la masse grasse, que cette valeur est en orange, et que donc il y a déjà un surpoids qui pèse sur son squelette, et que quand on voudra remettre cette personne en mouvement, il faudra faire attention au choix d'activité. Alors, sur Audrey, avec sa situation particulière, les activités seront limitées. Sur une personne qui n'aurait pas les soucis physiques d'Audrey, ça serait quelque chose dont il faudra tenir compte. Et je vous montrerai juste en bref une personne qui était venue me voir justement pour contrôler ça, où sa coach lui avait conseillé de courir, et elle avait mal au genou. Et en fait, quand on a pris la mesure, on a vu que cette charge totale était en orange, et donc effectivement la course à pied était contre-indiquée pour elle. Donc c'est des personnes chez qui il faudrait plutôt des activités portées comme le vélo ou les sports aquatiques. Donc les mesures ensuite sont réparties et détaillées avec différentes tuiles qui reprennent un peu les indications. Donc on a sur le métabolisme de base qui va être aussi fonction de la masse musculaire. Donc la façon dont la personne va brûler ou pas ses calories. C'est vrai que l'intérêt, ça va être également de voir
les possibilités éventuellement quand on veut restreindre un petit peu l'alimentation, faire des légères restrictions caloriques, ce qui sera intéressant de diminuer, dans quelle quantité. Donc la masse grasse qui est représentée avec les pourcentages et puis les représentations donc, sur une échelle de couleurs qui nous indiquent le côté pathologique ou pas, ou dans la norme. Ici, Audrey, elle est dans le rouge, donc il va être important de corriger, d'autant plus que cette masse grasse était une masse grasse viscérale, donc qui implique des pathologies ou l'augmentation du risque de pathologie cardiovasculaire. On a ensuite donc la masse musculaire globale sur le squelette, masse musculaire globale, et la masse musculaire au niveau des membres, avec des indicateurs qui nous permettent de vérifier s'il y a sarcopénie ou non. Donc chez Audrey, il n'y a pas de souci. On verra sur un autre cas que j'ai présenté que ça peut donner justement des renseignements intéressants à ce niveau-là. Le contenu minéral osseux. Ici, donc, on a des indicateurs donc, sur la masse protéique métabolique qui vient nous renseigner sur la capacité des cellules, notamment, et leur capacité à bien fonctionner. Et ici, on voit qu'il y a une problématique puisque notamment il y a une hydratation qui va être insuffisante, et notamment une hydratation intracellulaire qui va venir confirmer donc cet angle de face qui n'était pas bon chez Audrey. Il lui manque de bons échanges, on va dire, pour fonctionner correctement, et des apports suffisants pour faire fonctionner donc son organisme. Donc, le nombre de cellules actives ne sont pas au top chez elle. L'eau totale nous confirme donc ici qu'il y a un déséquilibre avec l'hydratation hors masse grasse, un manque d'hydratation, pardon, au niveau de l'organisme, puisque on se retrouve avec une hydratation qui est à 65,5%. Il faudrait qu'elle soit au minimum à 69%. Donc, elle a un apport hydrique qui est insuffisant, confirmé globalement. En plus, cette répartition est déséquilibrée. Alors, un petit peu moins déséquilibré qu'il y paraît quand on regarde l'hydratation hors masse grasse, puisqu'il faut savoir que la masse grasse a une hydratation qui est plutôt extracellulaire en majorité. Et comme Audrey a beaucoup de masse grasse, les ratios sont un peu faussés. Quand on regarde hors masse grasse, on se retrouve avec les petits traits qui nous donnent quand même quelque chose d'acceptable. On dira ici que dans son cas, elle est en équilibre dans le déséquilibre, dans son déséquilibre. Mais quand même, de toutes les façons, la priorité, ça sera à augmenter l'hydratation. Un tout petit décalage aussi quand on regarde une hydratation extracellulaire qui là semble augmenter. C'est vrai qu'il y a un autre point qui pourrait être marqué aussi, cette hydratation extracellulaire un peu augmentée en dehors du fait de la masse grasse importante. Parfois, ça peut être aussi révélateur d'une hyperperméabilité intestinale, notamment avec le passage de certaines endotoxines qui viennent majorer ce déséquilibre hydrique, avec plutôt une dominante extracellulaire.
Donc là, ici, je revois Audrey, donc je n'ai pas remis les valeurs pour ne pas alourdir non plus la présentation. Je revois Audrey après 4 mois. Elle a perdu 6,2 kg. Dans ces 6,2 kg, elle a perdu 5 kg, pratiquement 5,6 kg de masse grasse, donc ce qui est intéressant et qui en même temps est très encourageant. Je sais que moi, mes consultants aiment beaucoup voir visuellement en fait les représentations de leur composition corporelle, de voir le résultat aussi de ce qu'ils ont mis en place et de leurs efforts. On avait fait des modifications alimentaires et pour le coup, Audrey, je l'avais fait remanger un peu plus et un peu plus correctement et malgré tout, elle a perdu 6,2 kg, donc ce qui est très bien. Il reste encore des choses à faire et des réformes à poursuivre puisque notamment en termes protéiques, elle avait encore du mal à en consommer. Et du coup, elle avait une légère perte puisqu'elle avait 0,9 kg en moins, on va dire, de masse sèche. Ce qui va être important, d'autant plus comme elle se remet en mouvement et de manière plus régulière puisqu'elle arrive à remarcher un peu plus. Maintenant, donc, il va être important donc, de maintenir les réformes alimentaires. Elle a augmenté et amélioré son hydratation, donc on le voit aussi d'un point de vue graphique. Et le fait aussi d'avoir perdu cette masse grasse augmente et permet une meilleure hydratation qui reste encore toutefois un peu insuffisante. Elle a beaucoup de mal à boire. Donc, à l'issue de ces mesures, on voit que nos conseils donc, vont être importants en termes d'hydratation, de majorer ou de poursuivre ce que l'on faisait au niveau de l'intestin, en termes notamment d'hyperperméabilité, puisque dans la consultation, effectivement, il s'est avéré que ces points étaient à relever. Un apport d'oméga 3 qui va être poursuivi. Une alimentation qu'on continue à surveiller et des bilans qui éventuellement peuvent être proposés. En tous les cas, en termes d'implication de la personne, le fait d'avoir des données en visuel permet aussi de confirmer et de valider les éléments que l'on peut avancer et du coup motive la personne à poursuivre. Les mesures peuvent permettre également de voir, donc la jeune femme dont je vous parlais, qui venait me voir uniquement parce qu'elle était suivie par une coach sportive et qui lui donnait des conseils en nutrition, nous permet de voir également que ce n'est pas parce que l'on est avec un surpoids que tous les paramètres sont faussés. Et ici, Johanna avait un angle de face qui était très bon, un IR aussi qui était bon. Par contre, elle avait quand même une masse grasse très importante. C'est une jeune femme que l'on a un peu persécutée sur son poids depuis qu'elle a 3 ou 4 ans et avec des traitements qui ont fini par abîmer sa thyroïde. Donc, elle a vraiment du mal à perdre du poids. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la charge totale, on s'aperçoit que son squelette est surchargé en termes de masse à emporter, que ce soit en masse musculaire qui est très très bonne, hein, elle est 9 kg au-dessus de la norme, et elle a presque 20 kg de masse grasse en trop et sa coach lui avait demandé de faire de la course à pied au moins 2 fois par semaine en plus des exercices de renforcement musculaire qu'elle faisait et elle a dû arrêter parce qu'elle avait mal au genou et elle ne comprenait pas pourquoi. Donc voilà, ça a été une explication, ça a été un moyen de lui expliquer qu'en fait, ce n'était pas encore tout au moins aujourd'hui le moment de démarrer une activité avec autant d'impact sur le squelette. Je vais vous montrer maintenant les mesures que j'ai pu prendre avec une jeune femme végane. En fait, c'est Anaïs. Elle a 21 ans lorsqu'on se rencontre la première fois. Elle a décidé de devenir en fait végétalienne pour suivre sa mère qui avait choisi de mettre en place ce mode alimentaire pour maigrir.
Or, Anaïs n'en avait absolument pas besoin. Elle avait déjà des tendances, j'aurais dit, limite anorexiques. Elle faisait 1,64 m et 47 kg quand on se rend compte. Et ça faisait 4 mois qu'elle avait instauré une alimentation végane. Et en fait, son alimentation n'était absolument pas cadrée chez sa mère non plus, puisque j'ai rencontré aussi la mère. En fait, elle s'était contentée d'enlever tous les produits animaux sans se préoccuper de veiller à des bons apports et de bonnes associations alimentaires pour obtenir les protéines suffisantes pour fonctionner. Donc, son poids était déjà bas et à l'anamnèse, il y a eu déjà aussi un certain nombre de déséquilibres et d'éléments évocateurs vers des déséquilibres qui étaient là, déjà des soucis avec une thyroïde qui fonctionnait déjà un peu lentement auparavant. Elle avait eu des traitements au Roaccutane pour son acné et elle avait des tendances à la dépression. Donc, c'était pour moi pas très indiqué du tout qu'elle aille sur ce terrain-là. Et en fait, j'ai pu mettre en avant et lui montrer certains éléments via l'impédance-métrie. Donc déjà, on s'aperçoit qu'elle a également un angle de phase qui est trop bas, puisqu'il est à 5,8. En plus, c'est une jeune femme, elle devrait avoir un angle de phase un peu plus élevé. Elle ne fait pas ou peu de sport. Elle a un IR qui est augmenté, il est au-delà de 0,8, qui peut nous orienter également vers ce côté manque de masse musculaire, insuffisance de nutriments, probablement aussi derrière une hydratation possiblement insuffisante, ça sera à vérifier, et un terrain possiblement inflammatoire. Quand on regarde la cible, sans même aller plus loin, on peut s'apercevoir effectivement que cette jeune femme est carencée en masse musculaire. Elle est à moins 2,54 kg. En apparence, en masse grasse, elle semble correcte. Et un squelette également léger, puisqu'il est à 0,84. Alors, on sait que le muscle entraîne l'os, donc effectivement, comme il n'y a pas beaucoup de muscles, qu'il n'y a pas vraiment d'activité physique, que le squelette ne soit pas très haut, ce n'est pas surprenant non plus. Mais à son âge, il faut savoir quand même qu'elle a un âge où elle stocke, elle est en phase de stockage aussi de calcium, et que si déjà à 21 ans, elle a un squelette qui est léger, on peut suspecter une possible ostéopénie et derrière, probablement une sarcopénie qui sera confirmée, on va voir dans les tuiles suivantes. Donc, les premières tuiles confirment en détail la cible. Et ici, il y a un indicateur qui est l'indicateur ASMI qui nous montre qu'il est plus bas que la limite inférieure, donc au niveau de la masse musculaire squelettique des membres. Donc cet indicateur vient nous orienter vers une sarcopénie. Le nombre de ces cellules actives est de fait bas, du fait déjà de sa masse protéique métabolique, donc qui n'est pas surprenant du fait de son alimentation et de son déficit en masse musculaire. Par ailleurs, un déséquilibre hydrique est présent qui est dans la norme, hein. L'hydratation est dans la norme basse, on va dire, mais dans la norme, il n'y a pas de souci. Et un terrain possiblement inflammatoire avec un manque d'eau en intracellulaire
ou un manque de potassium éventuellement, ou de magnésium, le magnésium et le potassium étant des ions intracellulaires. Déséquilibre qui peut être majoré aussi, donc avec ce côté un peu dominant de l'eau extracellulaire, sachant qu'elle n'a pas beaucoup de masse grasse, on peut suspecter un possible terrain inflammatoire avec une hyperperméabilité intestinale ici. Les tuiles donc de la masse hors graisse, avec l'index FFMI qui nous donne des critères de dénutrition. Ici, donc, la limite inférieure est à 15 kg par mètre carré. Donc ça, c'est pour une femme, c'est un peu plus élevé pour un homme. Donc Anaïs est à 14,04. Donc elle est déjà en dénutrition. Je la revois un an après. Elle est partie en fait pendant un an faire un stage en Irlande. Et je la revois un an après et elle me confirme qu'elle a fait encore moins attention à son alimentation tout en restant végane. Et sa situation, quand on regarde la comparaison sur la masse hors graisse et la masse sèche hors graisse, on s'aperçoit que celle-ci a continué à diminuer et qu'elle a poursuivi et renforcé sa dénutrition. Quand on regarde sur l'historique, donc il y a bien confirmation, elle a perdu un petit peu de masse grasse et encore 0,780 de masse sèche. Donc, à partir de ces mesures, c'est vrai que là, moi, j'ai refusé de poursuivre l'accompagnement de cette jeune femme si elle ne changeait pas son alimentation. Je lui ai expliqué qu'elle était en danger et donc c'est vrai que ça lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses et que par la suite, j'espère pour elle, parce que je ne l'ai pas revue depuis, qu'elle a changé beaucoup les choses de façon pour sa santé. Donc Anaïs était végétalienne. Donc, ces mesures donc en impédance pétrie m'a permis, moi, de lui donner les conseils qu'elle n'a pas suivis, puisqu'elle n'avait pas envie de se faire de cuisine en Irlande, notamment sur les apports protéiques et les apports protéines au niveau végétal, les associations de céréales et légumineuses notamment. L'hydratation donc à surveiller, l'alimentation à surveiller encore plus et tous les accompagnements qu'on pouvait faire éventuellement aussi par ailleurs sur son intestin, sur sa prise de vitamine D notamment aussi pour préserver son squelette et voir dans les apports calciques ce que l'on pouvait faire également pour l'aider dans sa situation. Donc, ce visuel est important aussi donc pour cette personne, pour voir les déséquilibres à corriger ou qui sont criants. Donc, j'ai eu le cas sur un autre cas également. Donc là, c'était Camille qui venait me voir. En fait, elle était végétarienne. Elle avait maintenu les œufs et le fromage et elle hésitait à réintroduire un peu de viande et de poisson parce qu'elle s'apercevait qu'elle avait un peu de mal à supporter le fromage et elle n'était pas sûre d'avoir les apports suffisants pour sa masse musculaire. Elle s'interrogeait beaucoup, d'autant plus qu'à l'issue d'un bilan médical, on lui avait dénoté un certain nombre de carences vitaminiques et notamment en vitamine B12. Et donc, le fait de prendre ces mesures, on va voir, a conforté Camille à réintroduire un peu de viande et de poisson. Donc, quand je reçois Camille, elle mesure 1,65 m et pèse 53 kg. Elle a un IMC à 19,47, donc qui est un IMC dans la norme apparemment. Si on s'occupe simplement du ratio poids-taille, elle avait des mesures qui étaient dans les normes.
Or, quand on regarde son angle de phase, elle a un angle de phase qui est trop bas. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus élevé à son âge. Et un IR un petit peu augmenté, donc qui confirme qu'il y a un terrain possiblement inflammatoire. Si on ne s'était occupé que de l'IMC, tout allait bien. Quand on regarde effectivement les mesures, la masse musculaire est en insuffisance. En apparence, la masse grasse est un petit peu au-delà de ce qu'on pourrait voir. Maintenant, elle est peut-être aussi un petit peu surappréciée par rapport à une masse musculaire insuffisante. Donc, ça sera à surveiller. Et quand on regarde l'index ASMI, donc dans la masse musculaire squelettique des membres, on a confirmation d'une petite sarcopénie. La masse osseuse est légère également et une charge totale qui est déjà un peu impactée par la masse grasse. Donc, ce qui va être important chez cette personne, ça va être de consolider de toutes les façons sa masse osseuse, même qui ne sera jamais importante, mais aussi faire en sorte qu'elle ait quand même une masse musculaire qui soit ramenée un petit peu plus dans la norme, tout en baissant un petit peu sa masse grasse de toutes les façons pour ne pas impacter la charge sur son squelette de toutes les façons. Sachant qu'en augmentant un peu la masse musculaire, on augmentera aussi un peu la masse osseuse puisque l'un entraîne l'autre. Sur un sportif, donc je vous montre, j'avais tenu à vous montrer ces mesures. Donc là, c'était un bodybuilder qui était venu me voir, qui voulait comparer en fait, voir où il en était en période de sèche. Donc c'était juste avant le concours. Et puis, je l'avais revu après, il voulait simplement comparer, voir à quelle vitesse il reprenait du gras et qu'il perdait du muscle. Simplement, il a des valeurs tellement impressionnantes que j'avais tenu à vous le présenter. Donc, c'était Jérôme, 1,88 m, 98 kg à notre première rencontre. Et il a perdu 1 kg 7 mois plus tard lorsque l'on se revoit. Donc, un angle de phase à 10,4, je crois que c'est un de mes scores les plus élevés de toute ma patientèle. Un IR à 0,684, qui est donc très bas, donc qui nous montre qu'il a une bonne masse musculaire, une bonne condition physique. Et effectivement, quand on regarde, donc là, il était en période de sèche, il était à 9,5% de masse grasse, donc quasiment rien. Une masse osseuse excellente, il a un indice de 1,54. L'indice de référence est 1, donc il est 54% au-dessus de la norme pour son âge. Pour son âge. Chez lui, absolument aucun souci donc de sarcopénie. Puisqu'il a une excellente masse musculaire, il est 17,6 kg au-dessus de la norme, donc c'est vrai que c'est un cas exceptionnel. Et puis, donc, très bon capital osseux. Sa charge totale, aucun souci. Chez lui, tous les indicateurs sont au vert absolument partout. L'hydratation est bonne, la répartition est bonne, il n'y a vraiment rien à en dire. Quand je le revois donc 7 mois plus tard, il continue à s'entraîner, mais beaucoup moins et beaucoup moins de restrictions alimentaires pendant donc cette période de sèche qu'il avait. Il a repris, il a perdu 1 kg, mais il a repris 3,7 kg, presque 3,7 kg de masse grasse et il a perdu 1 kg de masse sèche, un petit peu moins d'eau également.
Donc, sur la prise de masse globale, là, je reçois, donc c'est Laurent, qui est un homme qui est très mince de toutes les façons. C'est vrai qu'il faut regarder aussi la génétique. C'est clair que Laurent ne pourra jamais atteindre avec son squelette je dirais la capacité de Jérôme, que physiologiquement on n'est pas tous égaux, et c'est vrai que typiquement il y a de la génétique qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà d'eux. Mais c'est vrai que Laurent était un homme très mince et qu'il voulait qu'on mette en place un mode alimentaire pour l'aider dans sa reprise d'activité physique, et notamment une prise de masse musculaire. Activité physique qui est mise en place avec un coach au départ. Ensuite, il a abandonné le coach et il a travaillé tout seul. Et il travaille en musculation, en renforcement musculaire et en course à pied. On a rapidement arrêté puisque cela occasionnait chez lui de la perte de poids. Ça le faisait trop sécher. Donc, Laurent fait 1,83 m et pèse 62 kg. Il a un angle de face qui est plutôt correct compte tenu donc tout au moins assez proche de la norme, d'autant plus qu'il redémarre l'activité physique et compte tenu donc de ces autres valeurs qu'on verra un peu plus tard. Un IR qui est dans la norme haute, mais dans la norme, seul son poids reste un peu bas. Sa masse musculaire, donc, on le voit, est très insuffisante. Il n'a pas du tout, c'est un homme qui est très sec, masse grasse très basse. Il a un squelette léger, donc qui va probablement, et on verra, donc on va voir dans l'évolution, se densifier avec sa prise de masse musculaire. Même si, comme je disais, génétiquement, il sera difficile de lui faire augmenter au-delà d'un certain niveau sa masse osseuse, mais c'est vrai qu'il conviendra quand même globalement d'augmenter sa masse musculaire. Donc, confirmation par les différentes tuiles, et on voit que la masse musculaire des membres est déficitaire, et donc il y a sarcopénie. La masse grasse reste bien, même si elle est basse, elle reste dans la norme. L'inconvénient d'avoir une masse grasse basse chez un homme sera moins problématique qu'une masse grasse trop basse chez une femme, qui peut induire des troubles, notamment des troubles des cycles. L'hydratation est correcte, la répartition est correcte compte tenu de la situation. Donc, on est en limite sur la masse protéique, donc au niveau cellulaire. Au niveau masse cellulaire active, on est en limite du vert. Pareil sur l'hydratation intracellulaire, on reste en limite, mais l'hydratation est bonne, en limite basse, mais bonne. Un tout petit manque léger en intracellulaire qui est confirmé et qui peut être suspecté du fait aussi de cette masse musculaire un peu basse. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Ou peut-être juste retourner à la fiche d'avant. Par rapport à la tuile de l'eau totale, donc Oui. l'hydratation de la matière hors graisse est à 70,86 %, mais le taux d'hydratation est à 63. Si on compare avec l'hydratation hors graisse de la tuile suivante, qui est à 70,31 %, est-ce que, parce que l'hydratation hors graisse est beaucoup plus précise, on n'a pas le même taux d'hydratation sur la tuile de l'eau totale? Je ne sais pas si vous me comprenez. L'hydratation totale, il va tenir compte de l'hydratation de tout, y compris la masse grasse. C'est ça, OK. D'accord. Donc là, avec l'hydratation hors graisse, on aura l'hydratation, enfin une meilleure représentation de l'hydratation globalement.
OK. Alors, c'est Mais pour ça que on est un peu limite quand même. On est bien en hors-graisse. Il a une petite masse grasse de toutes les façons qui est là et qui est inclus dedans et qui peut, comment dire, ce qui va être important, c'est l'hydratation hors graisse, savoir si ces tissus sont bien hydratés. OK. Dans l'eau totale et même globalement, il serait intéressant d'avoir de toutes les façons un petit peu plus d'eau. Et pour donner une précision, Ouais. le taux d'hydratation dans la tuile de l'eau totale, c'est par rapport au poids. Oui, et le poids est un peu léger. Dans l'hydratation hors graisse, donc on enlèvera la partie du gras. OK. Parfait. Merci. Donc, lorsque je revois Laurent 1 mois et demi après, on a un angle de phase qui s'est amélioré. Son IR est toujours bon. Donc, on est passé d'un angle de phase à 6,3, il est remonté à 6,6, donc ça s'est amélioré. Il a pris de la masse musculaire, il a densifié un peu sa masse osseuse et il y a eu une amélioration de l'hydratation. Donc, même si ce n'est pas encore parfait et qu'il reste à faire, on est sur des éléments qui se sont déjà améliorés. Et donc, pour lui, c'est super encourageant parce qu'il voit que tous ces paramètres, en fait, ont bougé de manière positive. Donc, voilà. Donc, c'était la présentation de différents cas. J'espère que j'ai été assez claire. En tous les cas, moi, par rapport à mon expérience d'utilisation au quotidien, c'est vrai que chaque fois, ça m'amène un plus en suivi et en amélioration des indications que je peux donner et confirmer. Et en termes visuels, la motivation des personnes que j'accompagne, en tous les cas, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai même des personnes qui viennent parce que des amis leur ont parlé de ce qui était fait et de ces mesures qui sont prises et ça les a beaucoup marqués et beaucoup motivés à mettre les prescriptions ou ce que l'on peut conseiller en place. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup, Véronique et Cédric, pour cette présentation-là. J'ai une couple de questions qui ont été mises dans le chat, donc, dont une qui est très technique pour la prise de mesure. Donc, est-ce qu'il y a une différence de résultat si la personne, des fois, selon la morphologie ou comment elle prend l'appareil, si c'est quelques doigts qui touchent à la plaque ou si c'est la paume de la main qui touche à la plaque? Ton micro est Alors fermé, ça, Cédric. c'est Cédric qui pourrait répondre. Excuse-moi, on n'entend pas, Cédric. Ton son n'est pas assez fort. On n'entend pas. Okay. Là, vous m'entendez mieux? Oui. OK, parfait. Donc, en fait, j'expliquais qu'on a une vidéo sur la prise de mesure que je vais vous faire parvenir. Oui, et il est très important de bien respecter le protocole. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des erreurs qui sont dues à une mauvaise prise de mesure. Par exemple, c'est très important que les membres soient séparés. Donc, si par exemple, une personne a le bras qui est collé à sa jambe, il va y avoir comme un mini court-circuit et donc le courant ne va pas traverser tout le corps, il va passer directement du bras à la jambe. Donc, les résultats risquent d'être faussés. Donc, pour ça, on a des vidéos. Je vais vous les faire parvenir. Concernant la prise en main,
Donc, en fait, si j'ai bien compris, la prise en main normale, c'est Mhm. de le tenir comme une raquette de tennis Oui. et c'est destiné normalement à être réalisé du côté droit. Donc, c'est pour ça que si on place 2 ou 3 doigts dessous, le bouton latéral sera droit. D'après la question de ce monsieur, je pense que s'il parlait de la pomme, ça veut Mhm. dire qu'il voulait faire une mesure côté gauche. Parce que côté droit, c'est pas possible. OK. Donc, si vous voulez, vous pouvez lui donner mes Oui. coordonnées. Et je Oui. pense parler d'autre chose et je lui expliquerai, je réglerai le cas avec lui directement. Excellent. Puis sinon, il y avait une deuxième question aussi par rapport à la marge d'erreur sur la mesure du gras. Par rapport au gras, déjà, le DEXA est dire un pôle standard pour mesurer le contenu minéral osseux. Donc, après aussi, il donne des informations sur le gras. Par rapport à ce qu'il dit, c'est très intéressant quand il dit qu'avec le pli cutané, il peut y avoir des variations jusqu'à 9%. Donc, en fait, je ne me suis pas étendu pour laisser parler Véronique des études de cas. Je donnerai aussi une vidéo qui va expliquer tous les indicateurs que nous avons dans Biody Manager. Et dans l'un d'eux, nous avons la masse grasse à hydratation constante. Donc, pourquoi on a appelé ça? Parce qu'on a tenu compte justement de cette variable par rapport à l'eau. Pourquoi? Si vous avez une personne qui a un poids de 100 kg, on va dire aujourd'hui, et qui a 30 kg de gras, son pourcentage de gras est de 30%. D'accord? Par contre, si le lendemain, cette même personne a un nouveau poids de 105 kg et qui a toujours 30 kg de gras, automatiquement, son pourcentage de gras va baisser à 28%. Or, il a la même quantité de gras, mais parce que son poids est plus élevé. Donc, en bioimperométrie, au départ, on vous a dit que le gras, le courant ne pouvait pas le traverser, était un isolant, donc le gras, en fait, va être déduit. Comment on le déduit? Quand on a le poids total, moins les différents compartiments, l'eau, les minéraux et les protéines, par déduction, on va avoir le gras. Donc, pour ne pas avoir une altération sur le pourcentage de gras, avant de les déduire, on va regarder s'il y a une sur- ou sous-hydratation de la personne pour en tenir compte et pas altérer le pourcentage de gras. Après aussi, pour compléter cette réponse, ce qui est très important, on va dire, ça va être la répétibilité. OK? Chaque technique donc, peut avoir ses fondements. Donc, par exemple, si on parle de la pince à pli, en ayant eu des échanges avec des personnes qui utilisaient énormément de la pince à pli, ils ne tenaient pas compte des phospholipides. Nous, dans nos calculs, on compte les phospholipides. Donc, il peut y avoir déjà 2-3% de différence. Mais ce qui est important, c'est à être dans le temps de toujours avoir ces 2-3% de différence. Voilà. Et par rapport au DEXA, c'est les algorithmes qui viennent corriger ça. Non, l'algorithme, en fait, lorsqu'il est fait, ce qui est important, c'est ça, c'est la répétibilité. Il ne faut pas que, par exemple, si on se mesure par rapport à un DEXA, si un jour on a 3% d'écart, après, sur l'autre mesure, on passe à 8% d'écart ou à 2%. Donc, en fait, c'est toujours avoir cette même constance et cette même répétibilité. Merci. Et par rapport au DEXA et au contenu minéral osseux, on peut avoir des très bons résultats à moins de 3% de différence. Est-ce que vous avez refait le document qui explique chacune des tuiles avec les référents, entre autres, comme l'IR, qui est relativement récent, comme données, puis d'autres données éventuellement? Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit aussi de regarder le site Internet où on explique ce qu'est l'IR, l'angle de phase, où on donne des données de référence. Donc, pour l'IR, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a une valeur de référence qui est à 0,80. Donc, si on est en dessous de 0,80, ça va. Si on est au-dessus de 0,80, il peut y avoir une inflammation et on va retrouver des IR plus élevés, par exemple, pour des personnes âgées. Par contre, l'angle de phase est à prendre avec plus de précaution. Pourquoi? Parce qu'un angle de phase normal pour une femme est de 5 au-delà et pour un homme de 6 au-delà. Par contre, il va tenir compte de différents paramètres. Il va tenir compte, par exemple, de l'âge de la personne, il va tenir compte de la taille de la personne et obligatoirement de la masse de la personne. Donc, plus une personne va être grande et forte, plus elle devrait avoir un angle de phase élevé. Ce qui va être très important avec l'angle de phase, ça va être de regarder surtout son suivi dans le temps. Parce que, par exemple, on peut avoir une personne
très grande avec une grosse masse corporelle, qui peut avoir un angle de phase de 7, donc on peut dire que c'est un angle de phase intéressant, mais si son angle de phase précédent était à 8, il y a eu une baisse, donc ça ne va pas. Donc c'est pour ça que le suivi est très important pour l'angle de phase. Oui, oui, merci beaucoup. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions. Excellent, c'est bon. J'espère que vous avez apprécié. S'il y a d'autres questions qui vous viennent par après, vous pouvez me les envoyer par courriel, puis je les acheminerai à Véronique, donc pour avoir des réponses là, bien structurées comme ils font. Merci beaucoup. Michel? Merci. Michel, Oui, moi Martin. j'aurais une question pour les naturopathes, à savoir, est-ce que c'est des cas que vous rencontrez dans vos cliniques ici au Québec? Des cas qui ont été présentés, ou c'est des cas atypiques, ou donc est-ce que c'est dans votre pratique courante, vous rencontrez des cas comme ceux-là? Oui. Oui, Comme Véronique a présenté, oui, il y avait des oui. Tu as déjà eu des sportifs aussi, il me semble, hein, Stéphanie? Oui. Ouais. Ouais, sportifs ou masse musculaire et osseuse exceptionnelle avec un pourcentage adipeux très élevé. Ouais. Mais c'est juste que moi, je travaille pas, je connais pas le ratio IR et j'ai pas travaillé avec ça. Donc, c'est pour ça que je suis curieuse. Je vais aller voir sur le site. Vous dites sur le site, je vais pouvoir avoir ces informations-là. Sur le site, vous allez avoir des informations. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IR, on va dire, est assez récent. Il existe aujourd'hui très peu de publications, moins de 5 publications, mais il y a beaucoup de personnes et de chercheurs qui sont en train de travailler dessus et qui sont en train de regarder donc les effets d'une inflammation de bas grade. A contrario, l'angle de phase est beaucoup plus connu parce qu'il est utilisé depuis plusieurs années. Et là, vous pouvez avoir sur PubMed, par exemple, des dizaines, voire des centaines de publications qui font référence à l'angle de phase, aussi bien pour les sportifs de haut niveau que sur des pathologies lourdes. Puis comme mentionnait Michel, tous les indications dans le bas des tuiles qui peuvent nous aider à faire des liens encore beaucoup plus pointus. Et ça non plus, dans la documentation que j'avais pas suffisamment d'informations. Donc, je travaille très peu avec ces éléments-là, mais que j'ai l'impression qu'il me manque ces points-là. Alors après, ce qu'on va mettre en place, on va essayer de mettre en place de plus en plus de webinars parce que nous sommes fabricants de la machine. Après, ce qui va être intéressant, ça va être de regarder, comme ça a été fait aujourd'hui, plus des études de cas et de voir l'utilisation pratique de la machine. Donc nous, si vous allez sur Biology Manager, vous allez voir les différents indicateurs que l'on donne, leur définition. Et donc oui, après, ce qui est intéressant, c'est de participer ou d'avoir des webinars sur des études de cas. Oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Pardon, excusez-moi, pour compléter, on est aussi en train de travailler sur le site Internet où il va y avoir une partie justement éducation avec différentes catégories qui vont être médecine du sport, qui vont être des nutritions, obésité, etc. Et où on mettra en ligne des études de cas justement pour essayer d'éduquer encore mieux les personnes utilisant les équipements. Oh, intéressant, oui, merci. Ouais. Oui, on se demande combien est l'appareil. En euros, Morgane? Je sais, en dollars, c'est 3 500, puis il y a un rabais de 250 $ pour tous ceux qui ont participé au webinaire aujourd'hui. Mais en euros, je ne sais pas. Il faut convertir. Sur cette partie, je laisse parler Martin. Oui. Je n'ai pas le prix en euros, j'ai juste le prix en dollars canadiens. Il faudrait juste faire la conversion. Oui. Je ne sais pas c'est quoi le taux de l'euro aujourd'hui, 1,20 ou 1 point quelque chose. Là. Mais c'est ça, ça ressemble à ça. Donc, d'autres questions?
Il y a Marie. Voilà. Donc, si vous voulez acheter l'appareil, vous avez un rabais de 250 parce que vous avez participé au webinaire. Donc, on n'a pas mis de date. Là, des fois, il faut planifier les choses pour un investissement comme ça. Donc, quand vous êtes prêts, vous communiquez avec moi et puis on va procéder là, à la transaction avec Martin et on vous acheminera l'appareil. Excellent. Donc, si vous n'avez pas d'autres choses à mentionner ou à questionner. OK, Marie, je viens de comprendre ta réponse. La réponse au fait que c'est des cas typiques qu'on voit dans nos bureaux comme ça. Oui, effectivement, moi aussi, autant des gens qui ont besoin de perdre du poids, rétablir les ratios gras, eau et compagnie, que des gens qui sont en phase de développer une sarcopénie, là, puis qui sont vraiment, il faut vraiment travailler la masse musculaire beaucoup pour les aider à éviter certains risques qui vont dans tous les sens, y compris l'Alzheimer. Excellent. Mais s'il n'y a pas d'autres choses, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci. Et on va vous envoyer des trucs là, par après pour compléter, puis même l'enregistrement, je vais vous l'envoyer, même si vous avez été là jusqu'à la fin, pour si vous voulez réécouter des trucs puis, que vous n'aviez pas saisi au moment que c'est en direct. Alors, merci Cédric, merci Véronique, merci Martin. Merci à vous. Et Merci. on se revoit probablement pour un prochain webinaire éventuellement. En personne la prochaine fois. En personne, oui, ça serait bien. Cédric va venir nous visiter. Ah, ça serait bien ça, Cédric. On va attendre que les températures repassent au positif. Oui, effectivement. Ça va aller. Il fait aussi 30 des fois l'été. Il y a plus même avec l'humidex. Donc, bonne fin de journée à tout le monde. OK. Et au plaisir de se revoir. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.